Le curling, ça a l'air ridicule. Viens, on transforme le ménage en sport olympique. Je pensais ça petit, mais en fait, le sport a une histoire de malade. C'est même plus vieux que le football. Deux équipes de 4 joueurs sur une piste glacée. Leur objectif, lancer des pierres de granit vers une cible appelée la maison, composée de cercles concentriques et les placer le plus près possible de son centre. Un mélange de fléchettes et de pétanque sur glace. Ici, les joueurs peuvent balayer la glace devant la pierre pour ajuster sa vitesse et sa trajectoire, soit pour la rapprocher du centre, soit pour écarter les pierres adverses. Seuls les points des pierres les plus proches du centre sont comptabilisés. Au bout de 10 manches, l'équipe avec le score le plus élevé l'emporte. Et rien n'est laissé au hasard, les joueurs portent des chaussures spécifiques avec une semelle glissante sur l'une pour gérer le lancer, et une semelle antidérapante sur l'autre pour l'équilibre. Il y a un timing hyper précis à avoir, c'est le capitaine qui donne la stratégie et la trajectoire idéale. Les pierres aussi sont primordiales, elles sont taillées dans un granit unique au monde, provenant d'Elsa Craig, une petite île écossaise, avec un granit si dense et pur qu'il résiste à l'humidité et à la condensation de la glace. Un lieu emblématique pour ce sport qui a pris ses racines tout près d'ici. Les premières traces du curling remontent à cette pierre datant de 1511. À l'époque, pas de balai ni de poignée, les joueurs se contentent de galets, joués sur les lacs gelés. Peu à peu, le jeu séduit les ouvriers et les premiers clubs émergent, comme le Kelsey Curling Club, toujours actif aujourd'hui. Mais en 1838, un club change tout. Le Grand Caledonian Curling Club fixe les règles. Fini les équipes de 7 ou 8, place à 4 joueurs avec 2 pierres chacun. La reine Victoria elle-même devient fan de ce sport et accepte de changer le nom du club pour le Royal Caledonian Curling Club. Bon, et quand une reine aime quelque chose, tout le monde s'y met. Sauf qu'il y a un problème. Certaines années, les hivers ne sont pas assez froids pour profiter des lacs gelés. Et surtout, comment continuer à profiter de ce jeu en plein été? La solution vient avec une innovation, les patinoires intérieures. C'est cette brillante idée qui permet à ce sport de s'exporter davantage à l'étranger. Le curling fait son entrée aux Jeux Olympiques en 1924, mais pas de manière officielle. Juste une compétition de démonstration entre 3 nations. Autant vous le dire tout de suite, les Écossais de l'équipe de Grande-Bretagne ont juste détruit leurs adversaires. 38-7 contre la Suède et 46-4 contre la France. On s'est fait détruire. Bon, eh bien, pas grave, c'était juste une compétition pour le fun. Eh bah pas du tout. En 2006, soit près de 80 ans plus tard, le comité olympique a tranché, ça faisait bel et bien partie du programme officiel. Mais pour une raison qui reste floue, l'épreuve n'a pas été maintenue. Résultat, il faut attendre les Jeux Olympiques d'hiver de 1998 à Nagano pour une réintégration officielle. Aujourd'hui, près de 60 pays membres font partie de la Fédération mondiale de curling. Et les Écossais dans tout ça? Eh bien, ils ne sont plus vraiment maîtres de leur sport. Malgré l'or féminin et l'argent masculin pour les Britanniques à Pékin 2022, ce sont les Suédois, Canadiens et Suisses qui dominent. En France, c'est compliqué. En 2022, on comptait à peine 400 licenciés répartis dans 20 clubs, contre 450 000 au Canada. Pas étonnant que l'équipe nationale soit absente des Jeux Olympiques depuis 2010. Alors en vrai, si votre rêve est de participer aux JO, tentez le coup avec le curling, il y a peut-être de la place. D'autant que certains clubs proposent aussi le curling fauteuil, discipline officielle des Jeux Paralympiques. Et un jeu où la stratégie est aussi importante, c'est Honkai Star Rail, le RPG de Space Fantasy signé Hoyoverse, où tu incarnes un pionnier ou une pionnière dans un voyage interstellaire incroyable. Au programme, des planètes fascinantes, un univers immersif et des combats stratégiques au tour par tour, pour une expérience unique. La nouvelle version du jeu t'ouvre les portes d'Amphoreus, la Terre éternelle, un monde qui s'inspire de la mythologie des civilisations méditerranéennes, avec une ambiance qui évoque à la fois la splendeur et la tragédie. Imagine une cité, Okema, autrefois protégée par d'immenses titans. Imbattable comme la MSN en 2015, c'est dire. Mais un jour, la marée noire du jugement dernier les fait sombrer dans la folie. Aujourd'hui, Amphoreus n'est plus qu'un bout de ruine qui attend son héros. Et c'est peut-être toi, en incarnant Aglaé, un personnage 5 étoiles de type foudre, le tout premier de la Voie du Souvenir. Avec son allure élégante et son style inspiré de l'Antiquité grecque, Aglaé domine le champ de bataille avec son épée et sa fidèle assistante, la costumière, qui lui permet de lancer des attaques combinées. Et ce n'est pas tout, la version 3.0 est pleine de nouveautés. Elle signe le retour de héros emblématiques comme Robin, Louve d'Argent et le Fossoyeur, tout en introduisant des capacités inédites. Même rejoint aussi l'aventure un allié tout petit, tout mignon, mais attention, avec son bonus d'augmentation des dégâts, il frappe là où ça fait mal. Mieux encore, 20 passes spéciaux gratuits t'attendent pour recruter tes personnages préférés. Alors télécharge Honkai Star Rail dès maintenant grâce à notre lien en description et obtiens
obtiens 50 jets stellaires avec notre code promo. Merci à Honkai Star Rail pour le soutien, on va tout de suite aborder un autre sport, le saut à ski. L'idée de se lancer dans le vide accroché à une paire de skis peut faire froid dans le dos. Et c'est justement ce qui m'amène à l'histoire du Britannique Michael Edwards aux Jeux Olympiques de 88. Un gars simple avec son masque rose et ses skis qui l'emprunte par faute de moyens. Et quand il saute, c'est compliqué, il finit dernier des 2 épreuves. Pourtant, il devient une star, Eddie the Eagle. Plus ses sauts sont ratés, plus il devient populaire. Même s'il avait sûrement un peu plus peur que les autres, ça se comprend. Dans ce sport, les accidents peuvent être très violents. En 2016, Lucas Müller s'entraîne sous un brouillard épais et des chutes de neige. Il prend de la hauteur, mais une fixation de ski se détache alors qu'il est à plusieurs dizaines de mètres du sol. Rien à faire, il s'écrase sur le dos. Sa colonne vertébrale est touchée et il se retrouve partiellement paraplégique. Fin de carrière. Lucas ne se laisse pas abattre et après de longs mois de rééducation, il réussit à remarcher légèrement. Mais il faut savoir qu'à la base, ce sport n'était pas aussi spectaculaire. Pas de tremplin, on sautait au-dessus de petites bosses de neige et la première référence, c'est Olaf Frey qui saute 9,50 m en 1809. 60 ans plus tard, Sondre Norheim claque les 19,50 m grâce à l'arrivée des premiers tremplins. Mais avant de s'envoler, il fallait y arriver. Un enfer. Route glacée, collines à grimper, ski lourd sur l'épaule, échafaudage à monter. Même les spectateurs devaient marcher des kilomètres dans la neige. Heureusement, c'est du passé, aujourd'hui les skis sont bien plus résistants et légers. Les tremplins conçus pour être facilement accessibles et certains atteignent jusqu'à 145 mètres de long. Alors, une fois au sommet, face au vide, comment ça se passe? L'athlète s'élance, position accroupie et bras en arrière pour maximiser l'aérodynamisme. La descente, inclinée à environ 35 degrés, permet d'atteindre près de 90 km/h. Arrivé au bout de la rampe, tout se joue en une fraction de seconde. Une petite impulsion qui permet de planer sur des dizaines, voire des centaines de mètres, avant d'atterrir les jambes fléchies pour absorber l'impact. Mais la distance ne fait pas tout. Chaque tremplin possède un point K, une zone de référence clé. Atterrir pile dessus ou au-delà rapporte des points, mais chaque mètre avant le point K en fait perdre. Et comme la technique est notée par les juges, il faut que tout soit parfait. Position en vol, réception et style. Après 2 sauts, c'est le cumul des points qui détermine le vainqueur. Pour arriver à cette précision, il a fallu des années de développement, d'essais et d'erreurs. Quand les Jeux d'hiver de 1924 accueillent le saut à ski comme sport démonstratif, on saute comme ça. Le corps vers l'avant, les bras étendus et les skis parallèles. C'est la technique de Kongsberger qui permet à l'Autrichien Sepp Bradl de devenir le premier à franchir les 100 mètres. Mais elle n'était pas parfaite. Les bras s'agitaient, ce qui perturbait l'aérodynamisme. Certains l'ont adapté avec les bras vers l'arrière, mais c'est dans les années 80 qu'un simple changement va tout révolutionner. Le Suédois Jan Bokloff modifie son style en écartant les pointes de ses skis pour former un V. Une idée déjà lancée par Miroslav Graf, mais dont les gens se moquent. Les juges lui collent même des pénalités pour son manque d'esthétique. Pourtant, cette posture lui permet de voler bien plus loin. Et en 1989, quand Bokloff remporte la Coupe du Monde, l'opinion change. Le style en V devient la norme, et depuis, ça n'a pas trop changé. Ce qui n'empêche pas à ce sport de battre des records grâce à sa version extrême, le vol à ski. Des tremplins gigantesques, des vitesses dépassant les 100 km/h, et voilà le Finlandais Toni Nieminen qui entre dans la légende le 17 mars 1994, avec le premier saut officiellement validé au-delà des 200 mètres. Et depuis 2011, les records explosent toujours au même endroit, le Vikersundbakken, le plus grand tremplin au monde. C'est Stefan Kraft qui tient le trône avec un saut de 253,50 mètres. Bluffant, mais en vrai, quelqu'un a fait beaucoup mieux. Red Bull est toujours à la recherche de défis extrêmes. Faire passer un humain au-delà du mur du sang en chute libre, faire voler un avion dans un tunnel, ou encore pulvériser le record de vitesse à vélo. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il s'est passé le 24 avril 2024 à Akureyri, en Islande. Cette fois-ci, Red Bull a misé sur un certain Ryoyu Kobayashi, champion olympique en titre sur petit tremplin et médaillé d'argent sur grand tremplin. 2 ans de recherche pour trouver le lieu parfait et construire le tremplin, avant que le jour J, plusieurs essais ne mènent enfin à celui qui brisera tous les records. 3, 2, 1, go!
291 mètres, c'est énorme, mais pas de chance, le record n'est pas validé car le système de mesure, le tremplin et l'équipement n'ont pas été vérifiés par la Fédération internationale. Kobayashi visait les 300 mètres et à ce rythme, il pourrait bien les franchir prochainement. Le pentathlon, ça existe depuis l'Antiquité et c'était composé de 5 sports, le saut en longueur, le lancer de javelot, le lancer du disque, de la lutte et d'une course. Mais attends, pourquoi la version moderne est si différente? L'idée vient de Pierre de Coubertin, qui voulait une épreuve capable de rassembler toutes les qualités d'un athlète polyvalent. Mais pas question pour lui de glorifier l'armée ou le côté guerrier. En 1906, lors des Jeux intercalaires, les Grecs relancent le pentathlon antique. Mais Coubertin ne veut pas simplement copier le passé. 4 ans plus tard, à l'approche des Jeux de Stockholm, son projet a bien avancé. Mais les Suédois posent de gros soucis. Les débats sur le choix des épreuves partent dans tous les sens. Si la natation et l'escrime sont validés sans trop de problèmes, l'équitation, c'est plus compliqué. Coubertin veut que les chevaux soient fournis par les organisateurs pour garantir l'égalité des chances entre tous les athlètes. Mais les Suédois, eux, imaginent que chaque participant amène son propre cheval. Une option qui favorise les plus riches et n'est pas du tout raccord avec l'idée de Coubertin. Lui, il veut un athlète qui peut tout faire, pas juste des cavaliers qui s'adaptent aux autres épreuves. Alors, après des années de débat, un compromis est trouvé. Ceux qui veulent emmener leur cheval peuvent le faire, mais les organisateurs fourniront aussi des chevaux pour ceux qui ne peuvent pas. Presque au dernier moment, le programme des Jeux de 1912 à Stockholm est prêt. Certains sports envisagés comme la lutte et les épreuves de saut sont abandonnés, au profit de la course à pied et une épreuve de tir. Sur 5 jours de compétition, chaque épreuve est notée, et l'athlète récolte des points en fonction de sa position. Celui qui en a le moins, à la fin, il gagne. Problème, la victoire semble presque assurée d'avance. La plupart des athlètes n'ont pas eu le temps de s'entraîner correctement, contrairement aux Suédois. Et ça se voit dans les résultats. Le pentathlon antique fait aussi son grand retour avec un changement. Les disciplines emblématiques sont conservées, mais la lutte est remplacée par une course de 1500 mètres. Les deux versions se disputent la vedette au JO jusqu'en 1924, où le pentathlon moderne prend le dessus. Une victoire pour Pierre de Coubertin. Sauf que, soyons honnêtes, l'organisation reste un sacré bordel. Entre le CIO et les fédérations des 5 sports impliqués, ça n'avance pas. Il faut attendre 1948 pour que l'Union internationale de pentathlon moderne mette de l'ordre. Résultat, plus de compétitions, plus de pays engagés et le pentathlon sort de l'ombre. L'UIPM gère même le biathlon un temps, boostant encore plus sa popularité. Mais voilà, il y a un autre problème. 5 jours d'épreuve, c'est trop long et peu captivant pour le public. Pour dynamiser, tout est condensé en une journée, le système de points revu et la course fusionnée au tir, avec des pistolets laser. C'est l'épreuve finale, avec un ordre de départ basé sur les résultats précédents, ça garde plus de suspense car ça permet à ceux qui ont été réguliers de franchir la ligne en tête et ainsi de remporter la médaille d'or. En 2021, le format a encore évolué, l'escrime est désormais concentré sur une journée, où chaque athlète affronte les 35 autres. Le deuxième jour, toutes les épreuves sont disputées, sauf l'escrime où les points des qualifications sont conservés. Le but, offrir une compétition plus intense et plus agréable à suivre en 90 minutes, sur un seul site. Ça a bien fonctionné à Tokyo, alors en 2024 à Paris, on pousse encore plus loin avec un 3e jour. Même principe, mais avec 2 demi-finales le 2e jour pour ne garder que les 18 meilleurs le lendemain, lors de la grande finale. Pourtant, malgré ces évolutions, l'avenir du pentathlon est menacé. On en parlait plus tôt, l'équitation a été l'objet de beaucoup de débats, notamment au sujet de la provenance des chevaux. À Tokyo, ça a justement posé problème à l'allemande Annika Schlö. En tête après les 2 premières épreuves, elle tire au sort Saint Boy, un cheval qui refuse catégoriquement de sauter les obstacles. Cravache, éperon, rien n'y fait. Annika réussit à franchir 4 obstacles, mais le cheval finit par stopper net. Les rêves de médaille d'or s'envolent, et ses larmes font le tour du monde. Puis, la polémique éclate, on voit l'entraîneur d'Annika frapper le cheval pour tenter de le faire avancer. Les associations de protection animale sont en colère. Pour sauver le pentathlon, l'UIPM annonce qu'à partir des Jeux de 2028, l'épreuve d'équitation sera remplacée par une course à pied avec obstacles. Une bonne idée pour respecter les animaux et rendre la compétition plus équitable. On a hâte de voir ce que ça va donner. Dans cette vidéo, on a parlé de 3 sports, mais on en a plein d'autres en stock, avec des histoires tout aussi intéressantes. Alors, si vous voulez une suite, dites-nous en commentaire celui que vous voudriez voir. Et au fait, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. Et puis moi, je te dis à très vite. Encore merci à Honkai Star Rail pour le soutien, téléchargez le jeu grâce au lien en description avec notre code pour récupérer les récompenses gratuites.